Bienvenue au Balado Box Le Compte de 8. Cette semaine à l'émission, Robert Helenius ramène Babyface sur Terre. Un premier combat pour Steven Butler depuis sa défaite au Japon et un cogneur pour Shakur Stevenson. Et c'est avec bonheur que je retrouve Monsieur Adrien Meur. Salut Francis. Adrien, tu connais les multiples raisons pour lesquelles j'aime la boxe et une d'entre elles, c'est que c'est le festival de l'inattendu. Et voilà. Des fois, on s'attend à ce qu'un boxeur gagne et à la surprise générale, il subit la défaite. Et c'est ce qu'on a vu. Et c'est précisément ce qui est arrivé samedi soir à Brooklyn. Tu nous avais dit, les partisans polonais d'Adam Konecki, on va les entendre. C'était incroyable pendant la marche vers le ring. C'était l'euphorie comme dans les stades de soccer en Pologne. Mais au 4e round, le vent a complètement tourné et Helenius qui arrache une victoire complètement inattendue. Il était négligé jusqu'à 20 contre 1 sur certains sites de Paris avant le début du combat. Une victoire par arrêt de l'arbitre au 4e round. Et inattendu de la part de tout le monde, spécialement de ma part. Tu dis 20 contre 1, il y a même certains sites qui mettaient Kovnacki favori à 40 contre 1. Alors, c'est pas les mêmes cotes pour le favori et l'underdog, mais ça vous montre un petit peu la différence entre les deux. Ils avaient un adversaire en commun, Gerald Washington, qu'ils avaient combattu à 6 mois d'intervalle. Ça avait été complètement différent pour les deux. Kovnacki lui avait passé sur le corps, alors que Washington avait passé le KO à Helenius. On voyait difficilement comment le Finlandais pouvait l'emporter. Et ben, il nous a montré comment il pouvait l'emporter. Oui, parce que les 3 premiers rounds ont été à l'avantage de Konecki. En même temps, après le 3e round, on a vu le visage de sa conjointe un peu... était le questionnement, se demandait si ça allait bien, mais on se disait, il ne sera jamais champion du monde, Babyface. Il ne peut pas battre des boxeurs de la trempe de Tyson Fury, d'Anthony Joshua ou encore Deontay Wilder. Mais par exemple, il donne un spectacle intéressant. Ouais, et un gars comme Helenius, c'était tout à fait à sa portée. Mais écoute, c'est pour ça qu'on aime la boxe, c'est pour ça qu'on aime les poids lourds, parce que c'est la catégorie reine, c'est parce que un seul coup de poing peut tout changer. C'est ce qui s'est passé dans ce combat-là. Kovnacki avait coincé Helenius dans un coin. Et il s'est fait contrer. Helenius est bien sorti, a réussi à le contrer avec une droite très très courte à la mâchoire. D'ailleurs, c'est un coup qui n'a pas été compté comme une chute au plancher. L'arbitre dit qu'il avait glissé, mais dans le fond, je lisais une analyse qui a été faite après le combat. Si Konecki avait reçu un compte, aurait peut-être pu reprendre ses esprits, mais là, tout de suite, il s'est relevé, on a vérifié les gants et on est retourné à l'action. Il ne s'est jamais remis de ce coup-là. Et exactement, ça aurait été bénéficiaire pour lui d'avoir eu un compte, mais finalement, il n'y en a pas eu. Et tout de suite, Helenius a bien vu, a bien senti que sa droite avait touché la cible. Et en bon boxeur d'expérience, a senti le sang, s'est rué sur son adversaire et était en mesure de l'achever. Ouais, il l'a envoyé au tapis avec un beau direct. On voyait qu'il cherchait juste à placer ce direct-là, pas forcément à mettre beaucoup de poids dedans, mais vraiment à atteindre la cible. Et le crochet qui suivait a envoyé Kovnacki au tapis. Le Polonais s'est relevé. Mais après, c'est un barrage de coups. Il est allé dans les cordes. Et il a bien fait, Helenius. Il savait que ce n'était pas la peine de le renvoyer une autre fois au tapis, que s'il faisait que lancer des coups et que Kovnacki ne répondait pas, l'arbitre allait intervenir et arrêter le combat. C'est ce qui s'est passé. Il s'est dit, c'est pas la peine d'être trop précis. Tout ce qu'il faut que je fasse, c'est lancer des coups sans arrêt, et l'arbitre va arrêter le combat. Et justement d'ailleurs, parce que Kovnacki n'était plus là, il n'avait plus ses jambes, il n'avait plus de lucidité, il se défendait pas bien, donc c'est une bonne décision d'avoir arrêté le combat à ce moment-là. Mais beau travail d'Helenius qui avait connu un petit peu de succès dans le début du combat, même si Kovnacki dominait. On voyait qu'il était plus précis, mais ne dominait pas au chapitre du volume nécessairement. Ouais, parce qu'il lance pas assez de coups, Helenius, par rapport. C'est dur de garder le même volume de coups que Kovnacki. On en a parlé, c'est un gars qui lance énormément de coups malgré son physique, sa shape. Helenius n'a pas été capable de rivaliser avec lui au niveau du nombre de coups lancés, mais par contre, il était plus précis. Et les coups semblaient être plus lourds de sa part parce qu'il frappe vers le bas. Il est plus grand, donc il frappe vers le bas. Et ça permet de mettre plus de poids dans ses coups, de mettre plus de puissance. On voyait que sa droite, au 2e round, il a atteint quelques fois la cible avec sa droite. Ça a fait quand même des dégâts chez Kovnacki. On voyait que des fois, il prenait un petit pas de recul pour repartir vers l'avant. Et cette droite, c'est celle qui a fait le gros du dégât dans ce 4e round. Et Kovnacki, c'est un gros pas de recul parce qu'on en parlait. C'était le chemin pour lui pour aller vers un championnat. C'était un combat éliminatoire de la WBA chez les poids lourds. Et là, c'est Helenius qui va l'avoir alors que sa feuille de route est pavée de quelques défaites en cours de route. Donc on voit que Helenius était
Et c'était pas prévu que ça soit lui qui D'un aille autre côté, en championnat. je lisais ses commentaires d'après-combat, savait que Ouais. Konaki mettrait de la pression, Mhm. a attendu dans le fond de survivre à la tempête et s'est dit, Ouais. moi je suis un contre-attaquant, donc je vais trouver le bon moment pour lui faire mal et c'est précisément ce qui est arrivé. Ouais. Et il a vu que Kovnacki était relativement facile à atteindre. Il, il s'est fait atteindre dans d'autres combats, dans des combats précédents, notamment contre Areola. Il a pris beaucoup de coups, mais il est capable de les encaisser. Il a une bonne mâchoire. Il n'a jamais été ébranlé dans ses combats précédents. Et ben, il a suffi d'une fois pour que ça soit la première défaite de sa carrière. Mais Helenius a eu un bon plan de match. Il savait qu'il ne pouvait pas lancer autant de coups que Kovnacki. Et il a attendu qu'il soit un peu plus vulnérable, qu'il tombe un petit peu sur ses coups pour le contrer avec cette droite dans le coin. C'est ce qu'il fallait faire de sa part, mais je ne pensais pas qu'il aurait été capable de le faire. Et félicitations à lui parce qu'il se décroche un combat de championnat du monde. Ça ne sera pas pour tout de suite parce qu'il va falloir attendre un petit moment qu'Anthony Joshua soit disponible et ça risque Ouais, de... obligation à l'IBF avec Pulev. Ensuite, on parle d'un combat contre Usyk. Ouais. Donc, bonne Peut-être. année facilement à attendre. Si Tyson Fury remporte son troisième combat contre Wilder, ça se pourrait qu'il affronte aussi Joshua à son prochain combat. Donc Helenius, ça se pourrait qu'il reste sur les tablettes pendant longtemps. Par contre, si j'étais à sa place, je ne prendrais pas de risque d'aller risquer mon statut d'aspirant obligatoire ailleurs. J'attendrai que ce combat-là contre Joshua se matérialise parce que ça va être le combat le plus payant de sa carrière et de loin. En demi-finale, on surveillait un autre poids lourd, Efe Ouais. Ajagba, le Nigérien qui avait participé aux Jeux olympiques. Beaucoup Mhm. d'enthousiasme autour Ouais. de sa carrière depuis qu'il est passé chez les professionnels. Mais là, le niveau d'adversité augmente. On est Mhm. rendu, c'était quoi, son 13e combat. Ouais. Et encore une fois, une prestation un peu en demi-teinte. Le grand reproche qu'on peut lui faire, il a été adressé par Lennox Lewis, un poids lourd qui a connu énormément Ouais. de succès, tant dans les rangs amateurs que professionnels, c'est qu'il a un peu de difficulté à vraiment s'engager dans le combat, un peu Mhm. trop attentiste. Si on veut devenir, oui, il y a tout le potentiel pour devenir champion, Ouais. mais faut pas, dans l'industrie de la boxe pro, là, c'est pas juste de devenir champion, faut être spectaculaire, faut faire en sorte que les gens désirent voir nos combats et ce pas-là, à Jacques Bas semble pas être en mesure de le franchir, mais on est en début de carrière, donc on va peut-être y aller mollo sur Ouais. ce genre de reproche. Ses tout premiers combats, il faisait ça, les KO rapides, spectaculaires, parce que l'adversité était un petit peu moins bonne, était un petit peu moins forte. Là, le niveau augmente, donc il ne peut pas mettre KO tous ses adversaires au premier, deuxième round comme il le faisait avant. Et donc, ça peut paraître un petit peu moins bon, mais j'ai pas trouvé ça trop mauvais comme performance de la part d'Ajagba parce qu'il a été patient. Et c'est ce qu'on veut de la part d'un cogneur comme lui. Et il force pas ses coups. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il a quand même beaucoup de puissance et il utilise ses atouts. C'est un gars qui est grand, qui a surtout une allonge très très longue, 85 pouces. Donc il utilise très très bien son jab. Il a été très constant avec ce jab pendant tout le combat. Il n'a pas arrêté de le lancer. Et ça a permis de préparer toutes ses autres attaques. Par rapport à ses combats précédents, j'ai trouvé qu'il a montré un meilleur arsenal de coups. Avant, il utilisait uniquement les coups en ligne droite. Là, on avait un petit peu plus de crochets, quelques uppercuts. Donc, il peaufine un petit peu sa technique, ses attaques. Je trouve ça pas mal et qu'il se jette pas sur l'adversaire non plus, qu'il soit patient, qu'il attende son ouverture. J'ai trouvé que c'est une bonne chose. Et en face, Kojanou, c'est quand même un gars qui a plusieurs défaites contre les boxeurs De haut de haut niveau. niveau, Dubois, Gorman, Pulev notamment, on ouais, l'avait vu sur ESPN. Ortiz aussi. Donc, il a perdu contre tous ces gars, parfois par KO. Là, il a tenu un petit peu plus longtemps contre Ajagba, mais ça reste que c'est un gars qui est très grand, très lourd, et qui a d'ailleurs fait un petit peu la tactique de Tyson Fury quelquefois, d'avancer vers Ajagba pour le mettre sur les talons, le faire reculer. Ajagba était moins à l'aise dans ces situations-là. Moi, si j'ai quelque chose à lui reprocher, c'est ça, c'est qu'il était moins à l'aise, même s'il a réussi à atteindre la cible à quelques reprises en reculant. On sent qu'il est beaucoup moins à l'aise en reculant qu'en avançant. Bon, c'est normal pour un gars de son gabarit et de son style, mais s'il y a quelque chose à travailler, je pense que c'est plus ça parce que un boxeur comme Kojanou, qui est massif, pourrait faire la tactique Tyson Fury contre Wilder et le mettre constamment sur les talons et le déranger comme ça. Mais Kojanou n'était pas assez constant pour faire ça. Il fonctionne vraiment par petites séquences. Pendant 10 secondes, il lance des coups, il met la pression et puis après il s'arrête et il recule. Donc, si c'était quelque chose de plus constant, on aurait eu plus de difficultés du côté d'Ajagba.
Mais ça ne me dérange pas qu'il n'ait pas été aussi spectaculaire que dans ses combats précédents parce que c'est un adversaire qui était solide en face, qui n'était pas facile non plus à mettre KO. Et tu veux pas qu'un gars se jette et fasse l'erreur qu'a fait Kovnacki d'être trop agressif et de se faire contrer. Et là, tu perds une opportunité comme un combat de championnat du monde. Ajagba, il ne veut pas avoir une défaite tout de suite, aussitôt dans sa carrière. Donc, il a été un peu plus patient, un peu plus prudent. C'est pas aussi vendeur qu'un KO rapide, mais ça veut dire que quand tu vas être dans des situations plus compliquées, tu vas peut-être un petit peu mieux utiliser ta tête pour t'en sortir. Ça me déplaît pas comme performance de la part d'Ajagba et il a fini par l'obtenir le KO par accumulation. Donc, en tout et pour tout, je trouve que c'est une performance correcte de sa part. Pas exceptionnelle, mais très correcte pour ce stade de sa carrière. La défaite de Konaki, c'est pas la seule surprise dans le monde de la boxe professionnelle samedi. Il y en a eu deux en Angleterre dans un gala présenté, notamment Scott Quigg qui affrontait John O'Carroll. Quigg, lui, avait en tête de redevenir champion du monde dans une autre catégorie et ça n'arrivera jamais parce qu'il a annoncé sa retraite dans les jours qui ont suivi sa défaite contre Carroll. Une défaite par arrêt de l'arbitre au 11e round. Et, sens unique, incroyable. Et il a été très, très lucide dans ses commentaires. Ça n'a pas été ma soirée. Et là, ça veut dire que c'est le temps d'arrêter. Il a été dominé là, à tous les chapitres. Vitesse, puissance, tout ce que vous voulez. Là, c'était vraiment Carroll qui était sur le ring et personne d'autre. On aurait dit que c'était un autre boxeur qui s'était présenté. Il n'était même pas l'ombre de lui-même. C'était incroyable. Je pensais que ça serait un combat assez compétitif, mais que Quigg aurait le dessus de par son expérience. Mais on l'a dit, monté de catégorie. Et il n'avait pas perdu dans le passé contre des Pietzellery. Oui, c'était Frampton et Oscar Valdez. Ces deux défaites, qui sont deux champions du monde, deux excellents boxeurs. Et Carroll, on l'avait vu contre Tevin Farmer. Il avait été correct, il avait montré du cœur, il avait montré de la détermination, mais il s'était fait dominer aussi. Et c'est pour vous montrer à quel point un boxeur qui est aussi fin défensivement, aussi imperméable que Farmer peut vous faire mal paraître. Il n'avait pas paru très bon contre Farmer, Carroll. Il avait paru d'un gars qui avait beaucoup d'envie, mais pas beaucoup de... Il était peut-être limité justement dans ses désirs de victoire. Et cette fois-ci, il a paru comme un champion du monde. Il était incroyable. Je pense qu'il a pris quelques techniques de Farmer. Il a vu que c'était très très efficace, donc il s'en est approprié quelques-unes. On a vu beaucoup plus de mouvements de tête de sa part. Mais c'était une performance A+. Il a dominé de la tête et des épaules du premier au dernier round. Tout ce qu'il faisait, ça fonctionnait. Il avait toujours un ou deux coups d'avance sur Quigg. On dirait que Quigg voyait ce qu'il fallait faire, mais que le corps ne suivait plus. Je pense que c'est là qu'il s'est dit, OK, il faut que je prenne ma retraite parce que je ne suis plus capable de faire ce que je faisais avant. Ça doit être tellement frustrant pour un boxeur qui a connu autant de succès. Autant de succès que Quigg, qui a été champion du monde. De voir qu'il est plus capable de faire ce qu'il faisait avant, ça doit faire un gros pincement au cœur. Mais il était vraiment en retard à chaque fois, il n'avait plus les réflexes. Je pense que c'est pas mentalement parce qu'il n'a jamais abandonné, c'est vraiment physiquement que ça suivait plus. Et par contre, Carroll, de son côté, c'est une excellente victoire à mettre à son palmarès. Un très gros nom dans ces petites divisions, Quigg. Mais ça fait un petit peu mal au cœur de voir un gars qui, pourtant, il y a très peu de temps encore, était très compétitif, mais là, 1 an et demi d'absence en dehors des rings, montée de catégorie, il est rendu à 31 ans, on sait que dans les petites catégories, rendu au-dessus de 30 ans, ça peut fesser d'un seul coup, l'âge peut te rattraper très rapidement. Je pense que là, ça a été le cas pour Quigg, et on en parlera au passé de sa carrière parce que c'est terminé. Et compliqué aussi pour TJ Doheny, qu'on avait suivi avec intérêt au cours des dernières années, qui avait fait un très très bon combat contre Daniel Roman où il avait été compétitif, il avait été impressionnant malgré la défaite dans ce combat-là. Et là, il faisait face à un Roumain, Ionut Baluta, qui était résolument le côté B de l'équation. Et je pense qu'il l'a un petit peu sous-estimé parce que il est arrivé dans les 2 premiers rounds, il n'était pas trop là, il a eu du mal à démarrer alors que c'est seulement un combat de 8 rounds. Le Roumain, lui, a été fatigué après 3 rounds. On le voyait dans le coin. Il cherchait sa respiration, mais à chaque fois, il revenait avec des bonnes intentions et il travaillait énormément avec son direct, se déplaçait beaucoup. Il a posé beaucoup de problèmes à Doheny qui a finalement a pris son air d'aller en fin de combat, mais c'était trop peu, trop tard. Et le Roumain l'a emporté à la surprise générale. Une décision assez large d'ailleurs. Il y a un juge qui a donné 2 rounds à Doheny. Les 2 autres lui ont donné 3 sur 8.
face à un gars qui avait une fiche assez ordinaire, pas d'adversaire de renom, qui n'était pas un boxeur reconnu. Donc c'est un gros pas de recul pour Doheny. On va en parler un peu plus tard avec Ouais. Steven Butler, mais c'est peut-être ça, justement. Difficile de trouver la motivation quand on revient d'un combat où on a Ouais. été très compétitif avec un gros nom de la boxe mondiale et là on revient sur la scène locale. Peut-être que ça lui tentait tout simplement pas. Ouais. Il se disait, ce gars-là est pas à mon niveau, je vais le battre facilement, le talent va avoir le dessus. Et il n'a pas pensé au travail. Et quand tu fais ça, eh ben, tu t'exposes à des surprises. Quand on voit un vrai professionnel, c'est un gars qui ne sous-estime jamais ses adversaires, qui va arriver avec une préparation physique impeccable, préparation mentale impeccable à chaque combat, même si l'adversaire n'est pas un adversaire de renom, même s'il a connu mieux dans sa carrière. Les plus grands professionnels, c'est ceux qui vont arriver toujours préparés à leur meilleur niveau. C'est ce que faisait Floyd Mayweather. S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à ce gars-là, c'est de se présenter toujours dans les meilleures conditions possibles. Et Doheny, il l'a visiblement pas fait dans ce combat-là. Et ben, tant pis pour lui. Adrien, la boxe québécoise est de retour pour 2 galas en Ouais. l'espace de 3 jours au cabaret du Casino de Montréal et sur fond de crise de coronavirus que les 2 événements seront présentés. Au moment où on se parle, pas d'annulation prévue, mais les événements sportifs présentés en Europe, notamment, il y a des matchs de soccer Ligue des présentés à Champions, huis clos et déjà un peu partout en Amérique, là, on a annulé, par exemple, Festival South by Southwest, Coachella, on a déplacé les dates un peu plus tard cet automne. Il y a des restrictions pour le nombre de spectateurs dans certains événements, notamment à San Francisco, on limite à 1000 personnes le nombre de personnes qui peuvent aller dans une enceinte. Donc, il ne devrait pas avoir de problème pour le premier gala qui est présenté jeudi soir, qui met en vedette Steven Butler contre Marcos Reyes. Reyes, c'est un nom qu'on connaît bien parce qu'il a déjà affronté David Lemieux. Ça fait déjà un petit bout de temps, c'était en mai 2017. Et malgré le fait que Lemieux s'était blessé pendant le combat, il avait été en mesure de l'emporter assez largement par décision unanime des juges. Je crois qu'il avait perdu un seul round aux yeux des 3 personnes qui jugent le combat. Mais il avait résisté. Il ne s'était pas fait passer le KO. Et voilà. Depuis, par contre, pour Reyes, c'est une fiche de 2 victoires, 3 défaites. Et les 3 défaites, c'est à ses 3 derniers combats. Donc, qu'est-ce qui lui reste dans le corps? C'est à voir. Je parlais de la motivation. Ouais. Butler, c'est son premier combat depuis sa défaite contre Ryota Murata au Japon le 23 décembre. Là, on est un retour sur la scène locale. On dit qu'on a des choses à travailler, notamment la défense. Donc, ça prenait un adversaire qui représente, aux yeux de Camille Estefan, ça prenait un adversaire pour Butler qui représente quelque chose, parce que sinon, ça aurait été difficile pour lui de trouver la motivation. Par contre, il y a plusieurs éléments. Bon, revient d'une défaite en championnat du monde, change d'équipe d'entraîneur. Rénal Boisvert et Jean-François Bergeron ne sont plus là, on en a déjà amplement parlé. Travaille avec Mike Moffat, il a dit que l'adaptation s'est très bien faite parce que Moffat a aussi un style peut-être un peu militaire, si je peux utiliser cet adjectif. Par contre, Butler dit pour lui, ça n'a absolument aucun problème parce que c'est pas quelqu'un qui avait la réputation de tourner les coins ronds. Oui, il y a des choses à améliorer, notamment sa défense. Il doit aussi améliorer ses attaques, mieux les préparer, mais dit le travail m'a jamais fait peur. Donc, que Moffat soit exigeant, c'est pas un enjeu pour moi parce que je le suis envers moi-même aussi. Donc, occasion de voir là, où il en est dans son cheminement. Dit que les 2 défaites, la première contre Cook n'est pas nécessairement pire ou moins pire que celle contre Murata. Dans le fond, là, quand on est boxeur et qu'on désire gagner, on ne s'habitue jamais à la défaite. Et il y a eu un petit accrochage là, à la pesée qui a été présenté un peu plus tôt aujourd'hui. Reyes là, a présenté son poing un peu trop près au visage de Butler à son goût, donc a décidé de le pousser. Un peu de chamaillage, ça n'a jamais... ça fait vendre. Ça fait vendre. Donc, et je dois t'avouer que dans cette carte, c'est un peu beaucoup le seul combat digne d'intérêt. Et je parlais, on peut sembler dire à la blague le coronavirus, parce qu'au Québec, on n'est pas nécessairement encore beaucoup touchés, mais pour les promoteurs de boxe, c'est un véritable casse-tête. C'est déjà très compliqué à la base organiser un événement de boxe. Là, avec ça, c'est tout simplement une mission très compliquée. D'ailleurs, Hubert Poulain, boxeur de la région de Québec, en fait les frais parce que son adversaire italien, dont le contrat avait été signé, pas la semaine dernière, mais plusieurs semaines à l'avance, n'a jamais été en mesure d'embarquer dans l'avion parce qu'on sait l'Italie
C'est le deuxième Le pays pays le plus en touché, entier est en quarantaine, donc ouais. il y a plusieurs compagnies aériennes qui ont d'ailleurs suspendu leur vol vers le pays jusqu'au début avril. Donc, c'est bien beau dire qu'on n'est pas touché médicalement, qu'on est correct, mais là, il faut trouver le moyen de se rendre. Ouais. Ça complique. Déjà, on disait que même des fois, il y a plusieurs circuits là, qui ont été changés. Donc, on avait prévu des vols pour les boxeurs et leur entourage. Malheureusement, tous les plans changent, notamment l'adversaire de Lexon Mathieu samedi. C'est un Slovaque. Est-ce qu'il va y avoir des complications? Parce qu'aux dernières nouvelles, il n'y a pas de vol direct Bratislava-Montréal. Donc, à moins peut-être avec des charters, mais généralement, on voyage avec des vols commerciaux. Donc, Ouais. ça reste assez. Il y a beaucoup là, d'incertitudes là, qui planent Mhm. au-dessus des promotions. Et à court terme, tout va bien, mais là, qu'est-ce qui va arriver, Ça par peut. exemple, avec l'événement du 28 mars au Centre Vidéotron entre Beterbiev et le Chinois Fan Meng? On dit que Mhm. Meng habite aux États-Unis depuis 5 ans, pas de Ouais. problème. Il y a aussi un Italien sur la carte qui est un qui a participé aux Jeux de Rio. On dit vit à Las Vegas depuis 2 ans, mais là, c'est pas nécessairement juste l'Europe, mais aussi là, ça Ouais. commence à se propager aux États-Unis. Donc, Et ça pourrait être le gala tout simplement annulé parce qu'ils veulent pas que trop oui, de monde d'ailleurs, si on se annule les rassemble. championnats du monde de patinage artistique Ouais. qui doivent être présentés au Centre Bell du 16 au 22 mars, là, ça va être difficile, Mhm. entre guillemets, de justifier la présentation d'autres événements sportifs. Là. Il y a Ouais. des décisions qui vont être prises par les autorités gouvernementales et je vois mal, là, disons, les organisations de boxe qui doivent déjà travailler de pair avec le gouvernement pour Mhm. organiser les compétitions, aller à l'encontre là, Ouais. des Ça va être directives compliqué là, qui vont émaner. et on prendra certainement pas de risque du côté du gouvernement, donc faut s'attendre à la possibilité que ça soit annulé. Ouais. Ce qui Et est la bien dommage. preuve que pour les boxeurs, il faut toujours se tenir prêt dans le gymnase, s'entraîner, être en forme. Shaquille Ouais. Finn va se battre, à accepter un combat à À 3 jours. 72 heures, David. On sait se battre d'habitude chez les poids super moyens. Là, la Ouais. limite a été haussée au-dessus de 180 livres. Là. C'est Mhm. normal parce que. Il n'a le- pas le temps de faire sa coupe de poids en 3 jours, là. Faut pas exagérer. Mais reçoit l'appel, Ouais. une offre pour se battre, a décidé de saisir la balle au bon. Donc, et même chose pour Rudy Vincent, qui Mhm. va ouvrir la soirée de samedi, affronte un adversaire mexicain. Donc, encore là, c'est un véritable casse-tête parce que c'est beaucoup des boxeurs en début de carrière. Là, je regarde là, les noms qu'on retrouve sur les cartes, que ce soit le Vincent Thibault, Adanjika, Martine Vallière-Bisson. C'est pas des boxeurs qui comptent beaucoup de combats au compteur. Donc, c'est Tu veux faire attention aux adversaires que tu mets en face d'eux aussi. Tu peux pas faire un jeu de chaise Ouais, c'est ça. musicale. Ça devient très compliqué là, Ouais. parce que bon, peut-être pas encore le bagage nécessaire là, pour. Parce qu'on sait les Mexicains ont des fiches là, officielles auprès de la commission athlétique, mais Ouais. des fois, ils ont d'autres combats qui ont disputés qui sont jamais répertoriés. Donc, c'est des gens. C'est le sport national, un peu un des sports nationaux, la boxe là-bas. Donc, Faut faire attention, surtout en début de carrière. Tu veux, par exemple, tu prépares ton boxeur pour affronter un gars qui se déplace beaucoup. Si le combat est annulé contre lui, tu veux pas que ça soit un cogneur agressif qui arrive en face. Tu veux quelqu'un du même style parce que c'est ce que tu as travaillé au gymnase. C'est pour ça que tu t'es préparé. Donc, faut faire attention en début de carrière, les changements d'adversaire à la dernière minute comme ça. Et ce fameux virus, eh ben, il aide pas les promoteurs dans ce sens-là. et samedi, ben, première finale pour Lexon Mathieu, Mhm. phénomène de la région de Québec dont on a énormément d'attentes, Ouais. a connu beaucoup de succès dans les rangs amateurs, a été champion canadien à plusieurs reprises. Mhm. On se souvient, avait été privé de son titre chez les seniors à cause d'une vilaine coupure subie en demi-finale. Dans le fond, avait offert le titre sur un plateau d'argent à Ouais. son adversaire parce qu'il n'avait pas pu se battre. Bon, a mis la main sur le titre NABF junior à son dernier combat chez les super moyens. Là, se bat pour le titre régulier de la NABF contre je le mentionnais, un adversaire slovaque. À l'origine, ça devait être un Ontarien, Ryan Young. On sait, Ouais. hein, quand les adversaires d'ailleurs au Canada se présentent, il y a toujours une certaine rivalité. On a vu au cours des dernières années, c'est pas des adversaires là, qui viennent pour le chèque de paye. Ils savent Ouais. qu'ils ont une occasion de briller, veulent la saisir. Malheureusement, c'est blessé à l'entraînement. On lui amène un Slovaque de 24 ans qui possède un dossier qu'on regarde à première vue intéressant. 22 victoires, 2 défaites, 19 victoires par knockout. On dit même qu'il est meilleur que Ryan Young. Bon, ben, je comprends qu'on a une promotion à faire, mais je suis allé regarder la liste des adversaires de ce boxeur Robert Raz.
s'est beaucoup battu en Hongrie en début de carrière contre des adversaires avec des fiches de toute beauté. Donc, on a l'impression que ça a été un petit peu beaucoup gonflé. Ouais. Bah, faut souvent prendre les fiches avec un grain de sel parce que ça dépend vraiment des adversaires. Tu peux avoir une belle fiche, mais qui n'est pas si impressionnante que ça parce que tes adversaires étaient moyens. Mais dans ce cas-là, quand c'est une annulation de dernière minute comme ça, c'est très difficile d'avoir un adversaire de même niveau, de même calibre. C'est compliqué à court terme comme ça. Généralement, tu vas avoir un gars comme Shaquille Finn qui est prêt dans le gym, mais qui n'a pas de combat de prévu ou un combat moins intéressant de prévu. Puis c'est plus payant pour lui d'accepter ce deuxième combat. Mais c'est compliqué de trouver un adversaire de même niveau. Donc, faut pas non plus jeter le blâme sur la promotion. C'est pas non plus la faute du boxeur. C'est pas Ah non, lui non, absolument pas. Là. qui est responsable de tout ça. Donc, il va faire avec ce qu'il a. Et puis, il n'y a aucun boxeur de meilleur niveau qui va accepter un combat avec aussi peu de, Ouais, même s'il y a aussi un peu de titre à marge. Ouais. l'enjeu, non, avec comme ça là-dedans. À si court terme, Ouais, un c'est adversaire compliqué. qu'on a vu, là, on l'a quand même vu passablement à l'œuvre. Là. On a Mhm. beaucoup de vidéos de Lexon Mathieu et il faut être C'est préparé là, impressionnant. quand on veut Ouais, ouais. l'affronter. Là. Ça, Exactement. C'est impressionnant. Donc, c'est il bien évident. y a personne qui va se jeter dans la gueule du loup avec un délai aussi court. Adrien, grande nouvelle dans la boxe Ah québécoise. oui. Ça fait longtemps là, qu'on en entendait parler, mais ça a été officiellement annoncé en début d'après-midi par le réseau américain Showtime. Marie-Ève Dicker qui va affronter Clarissa Shields dans un méga combat d'unification. Ouais. Toutes les ceintures à l'enjeu, c'est les super mi-moyennes. Si Shields l'emporte, elle deviendrait championne unifiée dans 2 catégories de poids en même temps. Un exploit qui est complètement exceptionnel, Ouais. il faut le dire. Est-ce que tu crois aux chances de Marie-Ève Dicker de remporter ce combat-là? Parce que Clarissa Shields, un peu comme Vasily Lomachenko, s'est amenée en boxe professionnelle, auréolée de 2 médailles d'or olympiques. Ouais. On disait qu'elle allait tout ramasser sur son passage. C'est ce qu'elle a fait, devenue championne unifiée chez les poids super moyennes, chez les moyennes, et là, descend encore chez les super mi-moyennes. Est-ce que tu accordes naturellement, il y a de l'espoir pour la Québécoise, mais est-ce qu'on peut réellement penser qu'elle va l'emporter? Ben, c'est pas elle qui va être la favorite, ça c'est clair, parce que Clarissa Shields, c'est probablement la plus grande star, la plus grande vedette dans le monde de la boxe féminine. Donc c'est Shields qui va être favorite. Elle a tous les atouts pour l'emporter, mais Marie-Ève Dicker a des cartes à jouer et je pense qu'elle a une chance de l'emporter si elle boxe à sa manière, c'est-à-dire avec beaucoup de déplacements, en utilisant tout le temps son jab, qui soit précis, qui soit constant. Ça va être compliqué de garder Shields à distance, mais elle est capable au niveau du gabarit. Elle va bien se défendre contre Shields. Mais ce que j'aime chez l'américaine, c'est qu'elle s'est améliorée au fur et à mesure. Elle était déjà très bonne quand elle était chez les amateurs. Elle a remporté 2 médailles d'or olympiques. Mais depuis qu'elle est passée avec John David Jackson, on voit une amélioration dans la technique, dans sa manière de lancer ses coups. C'est beaucoup moins large, c'est beaucoup plus en ligne droite, beaucoup plus court et beaucoup plus efficace. J'aime beaucoup son évolution chez les pros à Clarissa Shields. Et je trouve qu'elle s'améliore de combat en combat. Et elle a battu tous les adversaires qui ont été mis face à elle. Elle a plus d'expérience, tant chez les amateurs que chez les pros, que Marie-Ève Dicker en termes d'adversité. Je pense à Anna Gabriels, je pense à Abazin, je pense à Christina Hammer. C'est des boxeuses qui avaient fait leur preuve dans le passé. Voilà, d'anciennes championnes qui étaient les meilleures parmi les meilleures boxeuses au monde et elle les a battues relativement facilement. Marie-Ève Dicker n'a pas cette expérience-là contre des boxeuses d'aussi haut niveau. J'aurais aimé qu'elle fasse un combat contre Anna Gabriels, par exemple, avant d'affronter Shields, mais c'est une opportunité qu'elle ne peut pas se permettre de laisser passer. Ça se trouve, Shields va changer de catégorie dans pas longtemps pour aller affronter Breakers. Oui, la bourse, on dit que ça va être très, très supérieur au montant qu'elle avait eu à son dernier combat, là, qui était sa plus grande bourse en carrière. Là, c'est dans les 6 chiffres et beaucoup plus. Là. Ouais. Donc pour Marie-Ève Dicker, c'est une opportunité qu'elle ne pouvait pas se permettre de laisser passer. Est-ce qu'elle est prête? Je ne sais pas. Mais elle a quand même des atouts à faire valoir dans ce combat-là. Mais il ne faut pas qu'elle rentre dans le jeu de Shields, dans le jeu des échanges. Et un peu ce qu'on lui avait reproché à son dernier combat, son coin lui avait reproché de ne pas avoir été assez agressif, de ne pas avoir assez fait le spectacle, entre guillemets.
Je pense que là, on ne va pas lui reprocher si elle se déplace beaucoup et qu'elle boxe à sa manière habituelle. Et ce qui est bien pour Marie-Ève, c'est que Claressa Shields n'a pas souvent rencontré des adversaires de ce style-là chez les pros. Elle a souvent rencontré des adversaires qui étaient, par exemple, comme Christina Hammer, un peu plus grande, mais qui ne se déplaçait pas énormément, où Anna Gabriels restait en face pour échanger coup pour coup, mais des boxeuses qui sont très vives sur leurs pieds, sur leurs appuis, et qui se déplacent énormément de manière circulaire. Elle n'en a pas rencontré beaucoup, surtout pas de ce niveau-là, donc ça c'est une très bonne chose pour Marie-Ève Dicker, c'est qu'elle va pouvoir, c'est pas un élément de surprise, mais il va falloir que Shields s'adapte à son style parce qu'elle le connaît pas bien. Elle n'a jamais affronté, donc c'est là-dessus que Marie-Ève va devoir jouer. Par contre, au niveau de l'expérience, c'est... Par contre, Dicker a quand même vécu quelques expériences de Oui. boxe intéressantes. Notamment, on se souvient, elle avait eu une vilaine coupure au visage pendant un de ses combats. Ben, c'est quelque chose qu'elle a vécu déjà. Donc, si ça survient pendant le combat contre Claressa Shields, ben, ça ne devient pas nécessairement un enjeu parce qu'elle sait quoi faire maintenant, parce qu'elle l'a vécu. Là. Mais elle a de l'expérience, Marie-Ève Dicker. Je ne dis pas qu'elle n'a pas d'expérience, mais c'est qu'elle n'a pas d'expérience Comparable. voilà, contre le niveau A+, des boxeuses féminines, ce que Shields a. Donc c'est juste cette expérience du plus haut niveau. Chose certaine, on avait vu contre les deux Suédoises qu'elle avait affrontées, Lindbergh et Lorraine, on les avait qualifiées de vieilles gardes de peut-être la première génération de boxeuses féminines, c'est-à-dire pas nécessairement très, très à point, chapitre technique, mais des gens, des boxeuses qui ont énormément de volonté, qui foncent toujours. Physique, là, elle a relevé ce défi-là de manière assez exceptionnelle. Elle n'a pas eu de difficulté à les vaincre. Autant une que l'autre, oui. Et c'est de ce côté-là, je pense que Marie-Ève va être correcte, mais il faut vraiment qu'elle utilise beaucoup son jab aussi. Ça va être important des deux côtés parce que Shields l'utilise de plus en plus. On sait que John David Jackson, c'est un de ses points forts, développer le jab de ses boxeurs et boxeuses. Donc il va y avoir une grosse bataille à ce niveau-là. Mais je pense qu'elle est capable de déranger beaucoup Shields en ne restant pas en face d'elle. Si elle reste devant Shields, là, elle va avoir du mal. Mais si elle empêche Shields de poser, de bien planter ses pieds, peut-être que l'Américaine aura un peu plus de mal à développer ses attaques. Présenté le samedi 9 mai à Flint, au Michigan. Mais ça, on le sait, avec tout ce qui se passe présentement en Amérique du Nord, c'est évidemment sous réserve et ce sera fort à parier à la télévision à la carte ici. Au Québec. En tout cas, c'est une énorme nouvelle pour Marie-Ève Dicker, combat d'unification avec toutes les ceintures en jeu. C'est pas tous les jours que ça arrive, donc c'est vraiment une grosse nouvelle pour la boxe québécoise. Et on s'en va là avec l'idée de l'emporter et dans le fond d'écrire son nom dans l'histoire de la boxe, mais reste qu'une défaite contre Shields, moindrement que Dicker paraît bien, c'est pas grave parce que Shields est considéré au même niveau que par exemple un Floyd Mayweather l'était, un André Ward de ce monde, ou même quand Canelo a affronté Mayweather, ça l'a pas ralenti, au contraire, ça l'a lancé, ça lui a permis de gagner ses lettres de noblesse, puis aujourd'hui, c'est devenu le boxeur et de loin le plus populaire de la planète. Donc, Et peu importe le résultat dans ce combat contre Shields, Marie-Ève Dicker va avoir d'autres opportunités par la suite parce que les autres boxeuses vont vouloir se comparer et l'affronter. Elle va devenir un des noms incontournables dans la boxe féminine. Oui, quand une possibilité comme celle-là s'offre à nous, on n'a pas le choix de sauter dans le train parce que si on le rate, là, on peut attendre très longtemps. Donc, on parlait beaucoup de Cecilia Brækhus. On voit à quel point ça a été peut-être c'est difficile de matérialiser ça. Là, on avait une possibilité d'affronter une boxeuse qui est unanimement reconnue comme l'une des meilleures, si ce n'est pas la meilleure. Donc. Et je pense que Marie-Ève Dicker ne pourra pas avoir de meilleure bourse que contre Claressa Shields. C'est une Américaine qui est très populaire, qui est une des meilleures boxeuses qui est appuyée par Showtime depuis pratiquement ses tout débuts dans la boxe professionnelle. Je pense même que c'est plus payant d'affronter Shields que d'affronter Brækhus. Autre combat présenté en boxe féminine qui a suscité ton intérêt. Là, tu m'as envoyé un courriel. Tu as hâte de le voir. C'est Katie Taylor là, qui va affronter Amanda Serrano. Qui est, écoutez, pour présenter ce combat-là, Katie Taylor est championne unifiée. Elle a les 4 ceintures dans sa catégorie. Serrano, elle a été championne du monde dans 7 catégories différentes. 9 titres dans 7 catégories. Elle est passée de 100, si je ne me trompe pas, 115 à 140. Elle a fait toutes ces catégories-là, elle a remporté à 115, 118,
122, 126, 130, 135, 140. Elle a remporté des ceintures dans toutes ces catégories-là. C'est une boxeuse qui a mis une raclée à Ever Hardy à son dernier combat. Elle est impressionnante, Serrano. Elle a un gros volume de coups. Et le volume, c'est ce qui avait dérangé Kat Taylor dans son combat contre Delphine Persoon, que je pense qu'elle aurait dû perdre, mais qu'elle a remporté. Mais elle avait eu beaucoup de mal parce que la Belge lançait beaucoup de coups. C'est le cas de Serrano aussi. Il y a peut-être un peu moins de puissance chez Serrano parce qu'elle est moins lourde naturellement. Mais elle a une bonne technique, un gros volume, elle se déplace bien. C'est deux excellentes techniciennes. Ça va être un des très bons combats féminins qu'on pourra voir. Beaucoup d'action cette fin de semaine dans le monde de la boxe. Ça commence vendredi soir 22h sur les ondes de TSN2. Brandon Lee qui affronte Camillo Prieto. C'est une première finale sur Showbox et un premier combat prévu pour 10 rounds pour Lee, qu'on surnomme l'artiste du knockout. Il est âgé de seulement 20 ans, mais déjà beaucoup de combats. On s'entend qu'il a commencé à 16-17 ans. Il a vaincu Miguel Zamudio à son dernier combat en janvier. Il l'a fait en 2 minutes 11 secondes. Zamudio, on le connaît d'une certaine manière parce qu'il a affronté Mathieu Germain il y a quelques années à Québec. Et on dit que c'est son plus grand test en carrière. Prieto, c'est un vétéran de 33 ans. Il y a un autre lien avec le Québec parce qu'il s'entraîne avec un certain Glenn Johnson, qui est un ancien champion du monde, Warrior, qui a déjà affronté Lucian Boutet. Oui. Il y a de cela quelques années. Qui a affronté à peu près tout le monde qui existait dans le monde de la boxe. Glenn Johnson, c'était le Road Warrior qui allait sur la route pour affronter les meilleurs adversaires au monde. Et en demi-finale, un autre espoir, là, c'est la même compagnie de promotion, c'est Brian Norman Fils, dont on connaît très bien le père, parce qu'il a affronté Jean Pascal. Et c'était, je suis retourné dans les archives, ce fameux combat de Jean Pascal. Il avait effectué sa marche vers le ring au son de Conquest Paradise de Vangelis. Et il avait le droit, parce qu'il était accompagné de Stéphane Ouellette. Et ben voilà. Je suis vraiment pas un spécialiste des musiques de marche vers le ring, mais... Au Québec, si tu veux utiliser cette chanson-là, c'est déjà arrivé au casino, un adversaire qui a utilisé la chanson. Tu n'as pas le droit, c'est la chanson de Stéphane Ouellette. C'est un code d'honneur. Mais il a été poursuivi, si tu es cautionné par le poète, tu as le droit d'utiliser la chanson. Norman il affronte Flavio Rodriguez. Lui, c'est un boxeur à la fiche résolument gonflée. Donc, je prédis que la balloune va se dégonfler. Même exploser vendredi soir. Samedi 20h sur FS1, James Kirkland qui affronte Marcos Hernandez. Je te dirais, à une certaine époque, James Kirkland, c'était mon Marcos Baghdatis ou mon Joe Wilfred Tsonga. Le genre d'athlète que tu sais, il ne gagnera pas les plus grands honneurs. Ouais. Par contre, c'est un spectacle assuré. Ouais. Et Kirkland, c'est le cas. On avait un peu perdu sa trace depuis sa défaite contre Canelo Alvarez. C'est normal, il ne boxait plus. Il y a une pause de 4 ans. Là, c'est son 3e combat depuis son retour. Là, a battu 2 adversaires dont on a déjà oublié le nom. Là, c'est comme un premier test sérieux. Et ce qui est intéressant, Kirkland, c'est un peu comme à la lutte, le méchant de service. Et là, il a décidé de changer de personnage. Et maintenant, le gentil. Il dit qu'il n'a jamais été aussi heureux depuis le début de sa vie. Et qu'on va le voir samedi dans le ring. C'est un peu lassant, le duo méchant. Ça lui drainait de l'énergie. Il se dit, il me semble qu'on est tellement mieux quand on est positif et qu'on a le sourire. Eh bien voilà, une leçon à appliquer pour tout le monde dans la vie de tous les jours. Mais Kirkland, lui, on connaît son histoire. Il était allé en prison. Il a manqué beaucoup des premières années de sa carrière à cause de ce passage en prison. Il était entraîné par Anne Wolf. D'ailleurs, il ne faut pas la chercher samedi soir. Ils ont mis un terme à leur association d'un commun accord. Ça ne dit pas qu'ils vont revenir un jour retravailler ensemble. Ils l'ont déjà fait, de plus travailler ensemble et de revenir. Ouais. C'est un peu comme un couple qui sait pas se quitter. Mais Kirkland, il donnait des combats incroyables, mais il avait une mauvaise défense et c'est pour ça qu'il s'est fait pincer par Canelo. Ce KO était terrible. Mais je me souviens d'un combat contre Alfredo Angulo où ça avait été un premier round. On pensait que Kirkland allait être terminé en quelques secondes. Finalement, il a résisté et il a fini par mettre une raclée à Angulo. C'était un combat incroyable où les deux sont allés au tapis à tour de rôle. Donc c'est ce genre de combat qu'offre Kirkland. C'est des combats toujours très très spectaculaires qui font suer les entraîneurs parce que c'est... La défense reste au vestiaire. Ouais, et il n'y a pas beaucoup de tactique, mais les spectateurs, ça les garde sur le bout de leur siège. Et contre Hernandez, un Mexicain avec un style mexicain, qui s'est battu d'ailleurs 2 fois contre Jason Rosario, là, qui avait surpris J-Rock Williams. D'ailleurs, J-Rock a annoncé qu'il ne se prévalait pas de sa clause de combat revanche. Il a été sérieusement blessé aux 2 yeux et on préfère prendre le temps de guérir et de
va prendre une la bonne forme décision. contre des adversaires de Ouais. moins grande envergure. Combat nul partagé, défaite par arrêt de l'arbitre au 9e round contre Mhm. Rosario, ce qui n'est pas honteux à première vue. Donc, S'il a fait un combat nul contre Rosario, c'est très bon signe. Par contre, il a perdu ses deux combats suivants, mais ça montre qu'il est capable de faire de bonnes performances contre des gars de très haut niveau. Rosario est maintenant un champion du monde. Donc, Kirkland est pas encore rendu à ce niveau-là. Ben, il s'est déjà rendu dans le passé, mais ça fait 7 ou 8 ans. Donc, il est il est en train de remonter la pente, mais Hernandez a toutes les armes pour pouvoir le déranger, mais ça va assurément être un combat spectaculaire parce que c'est deux gars qui n'ont pas froid aux yeux et qui vont donner un spectacle. en sous-carte, je vais surveiller le Lituanien Emiantas Stanionis, un ex-olympien qui affronte Justin Deloach, un autre qu'on a vu contre Jason Rosario, et Livan Navarro, un Cubain qui lui revient d'une victoire contre un vétéran qui a affronté beaucoup de boxeurs qu'on connaît, c'est-à-dire Bradis Prescott. Oh, Donc oui. ça Lui, donne une idée. il Là, a une feuille de route assez, on est en assez chargée. progression et les Cubains sont généralement toujours plaisants à Ouais. regarder parce que ce sont des techniciens hors pair. La pièce de résistance de la fin de semaine, samedi 22h30 sur les ondes de TSN2. À l'origine, ce combat-là, il n'y avait pas de diffusion canadienne prévue à cause de la couverture mur à mur du tournoi d'Indian Wells qui est présenté en Californie. Mais là, le tournoi a été annulé, donc les réseaux de télé doivent se trouver de la programmation de remplacement. Et ils doivent en trouver beaucoup parce que le tournoi d'Indian Wells, c'est beaucoup de matchs et par probablement jour. le même défi va se poser si le Masters de Miami est également annulé. Shakur Stevenson qui affronte Miguel Mariaga. Écoute, Adrien, avant même les Jeux olympiques de Rio, mon ami Vincent Morin m'avait dit, d'ailleurs, va remonter dans le ring, Vincent Morin. Et oui, dans un tout nouveau casino dans la région de Boston. C'est vraiment son combat d'au revoir. Ça va être présenté au mois d'avril, je crois. Oui, d'ailleurs, je pense que c'est Cleotis Pendarvis qui est le côté B de la finale. Je me souviens plus du nom du finaliste, là, mais... Pendarvis, on s'en souvient pour dirigeant dans un combat éliminatoire. Donc, avant même les Jeux de Rio, on m'avait dit surveille Shakur Stevenson. C'est probablement le clone de Floyd Mayweather. C'est un boxeur qui va être excellent. Bon, la prédiction avait été bonne. Médaillé d'argent aux Jeux de Rio, défaite en finale. On aurait pu gagner son combat-là. Contre le gars qui était déjà champion olympique 4 ans auparavant. Donc, c'est Robeisy Ramirez, le Cubain. Et Stevenson, il a amené un style chez les professionnels qui est parfaitement adapté à la boxe pro. D'ailleurs, ça lui a pas pris de temps. Hein? Champion de la WBO chez les poids plumes à son 12e combat, a battu son beau-frère Joet Gonzalez. On se souvient, il y avait eu beaucoup d'émotions au cours de ce combat-là. Et là, il effectue la première défense de son titre contre le Colombien Mariaga. C'est présenté au théâtre du Madison Square Garden, la petite salle mythique avec les lumières, un peu comme à l'époque à Montréal, on reconnaissait le feu Spectrum chaque fois qu'on voyait des images à la télévision. Mais c'est la même chose pour le théâtre du Madison Square Garden. Et je regardais pour le plaisir la fiche de Mariaga. 25 victoires par knockout en 29 victoires. Et ces 3 défaites, là, Nicholas Walters, Oscar Valdez et Vasily Lomachenko. Là, je dis, bon, ben, ne doit pas être un choix, disons, libre qu'on a fait. Il doit être aspirant obligatoire. Non, il est 7e à la WBO, mais en même temps, Shakur Stevenson dit, moi, mon objectif, là, c'est de devenir un des meilleurs boxeurs livre pour livre dans la planète. Et on ne devient pas un des meilleurs boxeurs livre pour livre en affrontant des faire-valoir. Donc, si on veut gagner en renommée, il faut affronter des bons boxeurs. Et sur papier, là, Mariaga fait partie de cette catégorie-là, du moins pour une première défense. C'est plutôt intéressant. Oui, c'est pour un adversaire qui est choisi, ils n'ont pas choisi la facilité. Mais Stevenson est confiant, son clan est confiant qu'il a toutes les armes pour battre Mariaga. Je pense aussi qu'il les a, parce qu'il a une défense tellement imperméable qu'un cogneur comme Mariaga peut se frustrer. Quand il lance des coups et qu'il n'atteint pas la cible, qu'il rate, ça peut l'énerver et qu'il soit un peu plus tendu et qu'il fasse des mauvais choix par la suite, qui ne boxe pas de manière intelligente, qui laisse ses émotions prendre le dessus. On va probablement compter là-dessus. Mais Stevenson est rendu là dans sa carrière. Tous les adversaires qu'il a battus avant, c'est d'un niveau un peu inférieur à Mariaga. Mais je pense qu'il est prêt pour ce genre de défi. Je pense même qu'il est prêt pour un niveau même supérieur. Il devrait l'emporter contre Mariaga, mais tu l'as dit, c'est un cogneur, le Colombien. Il ne faut jamais sous-estimer ce genre de boxeur parce qu'il suffit d'un coup pour renverser la situation. Mais Stevenson est tellement efficace en défense, je ne le vois pas perdre sa concentration.
se faire surprendre par un coup qui vient un peu de nulle part. Ça, c'est pas le genre de boxeur qui fait ces erreurs-là. Je pense que Stevenson va l'emporter en donnant une leçon de boxe à l'extérieur, des déplacements, des mouvements de tête, des mouvements du buste, des esquives. C'est très impressionnant à voir pour un jeune boxeur comme ça, il a quoi, 21 ans? 22 ans peut-être? 22, oui. 22. D'être aussi mature, c'est ça qui m'impressionne le plus. Souvent, quand on voit des jeunes boxeurs, on voit des boxeurs offensifs qui ont des très belles, un bel arsenal, une belle boxe offensive, et on peaufine la défense au fur et à mesure. Lui, il a déjà cette défense-là, c'est même son atout numéro un. On peaufine son attaque, en fait. C'est plus de ce côté-là. Mais il a déjà toute cette maturité. Il est déjà un boxeur très complet pour son âge. Et je pense qu'il est prêt pour à peu près tous les défis dans sa catégorie. Mariaga risque de se frustrer dans ce combat-là, mais j'ai hâte de voir encore Stevenson en action parce que c'est toujours un plaisir de le voir. C'est fluide, c'est naturel chez lui. Il n'y a pas d'effort, c'est beau. C'est beau à voir. D'ailleurs, un des objectifs, c'est d'affronter cet été champion à l'IBF, Josh Warrington. Et on aurait pu penser qu'à l'origine, ça aurait été facile d'organiser ce combat-là parce que Warrington était représenté par Frank Warren, Ouais. qui entretient de très forts liens avec Bob Arum. Et non, ça a été compliqué, ça stagnait et Warrington a quitté Frank Warren pour se joindre à Eddie Hearn et Matchroom Boxing. Et là, on dit que les pourparlers ont avancé et qu'il y a peut-être une possibilité de combat d'unification là, au cours de l'été. Donc ça serait très, très intéressant à voir. Aussi parce que Warrington a encore plus d'expérience. Ce qui m'avait impressionné Warrington, c'est quand il a battu Frampton. Il l'avait vraiment dominé physiquement à l'intérieur. Il avait imposé son style de combat à Frampton. Et s'il arrive à coincer Stevenson contre les cordes comme ça pourrait beaucoup, beaucoup déranger l'Américain. On est encore loin de ce combat-là. Il faut déjà que Stevenson passe à travers Mariaga. Mais si ça arrive, ça serait un combat à surveiller assurément et une intéressante opposition de style entre les deux. En demi-finale, il y a l'ancien champion des Supercoques de la WBO, Jesse Magdaleno, qui avait perdu son titre contre Isaac Dogboe. Oui. Lui est passé à la catégorie supérieure et affronte Sakaria Lucas, un Namibien qui va se battre à l'extérieur de l'Afrique pour la première fois depuis le début de sa carrière. Donc, en principe, Magdaleno est largement favori, mais... Beaucoup plus d'expérience, mais des fois, c'est dur d'évaluer ce genre de boxeur qui sort d'un peu nulle part, on va dire, parce que c'était arrivé avec Paulus Moses, qui était lui aussi namibien, qui avait finalement remporté un titre de champion du monde. C'est dur d'évaluer le niveau parce que les adversaires, il n'y a pas vraiment de référent. Donc, tu peux dire, OK, il sort avec une fiche Walter Kotondokwa qu'on avait vu contre Demetrius Andrade. Il vient aussi de la Namibie. Il avait une fiche invaincue avec quasiment que des KO. Et finalement, il s'était fait passer sur le corps par Andrade. Donc, c'est très difficile d'évaluer la valeur réelle d'un boxeur quand on n'a pas de point de référence comme ça. Mais Magdaleno a beaucoup, beaucoup d'expérience et je pense que ça va être suffisant pour l'emporter. Pour appuyer tes dires au sujet de Lucas, son dernier combat significatif, c'est en décembre 2017. Ouais. Il a été inactif pendant un bon bout de temps, a affronté un boxeur avec une fiche de 6 victoires, 1 défaite en mai 2019. Et son dernier combat, c'est en décembre 2019. La fiche du boxeur qu'il a affronté, 1 victoire, 7 défaites, 1 verdict nul. Donc, c'est pas la meilleure des préparations, à mon humble avis, pour se préparer à affronter un adversaire de la trempe de Magdaleno. Effectivement, c'est pas très joli comme fiche et c'est surtout l'inactivité, moi, qui me fait peur dans ce genre de combat, dans ce genre d'affrontement. Quand tu vas à un niveau supérieur et que tu as été inactif longtemps, c'est pas bon signe. Donc, écoute, j'étais déjà pas très positif, pas très optimiste dans son cas, mais avec ce que tu viens de me dire, je le suis encore moins. Pour les Insomniacs, samedi 23h30 sur ThompsonBoxing.com, Michael Dutchover qui affronte Raphaël Reyes. C'est un premier combat pour Dutchover depuis sa défaite contre Thomas Matissé. On en avait parlé. C'était un combat qui avait été présenté sur la plateforme Showbox de Showtime. C'était un combat qui était pour un titre mineur délégué de la WBO. Malheureusement, Dutchover a subi la défaite. Donc, on revient contre un boxeur. Lui, il collectionne les knockouts, autant les victoires que les défaites. Donc, en principe, Dutchover devrait l'emporter. Et je vais te parler tout de suite du gala présenté mardi 20h au théâtre du Madison Square Garden parce que c'est le Saint-Patrick.
Ah oui. Malheureusement, le défilé à Dublin a été annulé. Est-ce que ce sera la même chose à Montréal? On verra, parce que Montréal, c'est un très, très important défilé de la Saint-Patrick. Donc, évidemment, Michael Conlan qui est en vedette, qui affronte Belmar Preciado. C'est un peu comme Shakur Stevenson. Conlan, on suit attentivement sa carrière à cause du geste d'éclat qu'il avait posé après une défaite au Jeux de Rio. Il a vengé d'ailleurs à son dernier combat contre Nikitin. Et là, il dispute son 14e combat chez les pros mardi. Et Conlan a quand même fait son chemin. Il est classé dans les 4 organisations de boxe professionnelle, 3e aspirant à WBA, 12e WBC, 7e à l'IBF et 1er à la WBO. Et qui est le champion de la WBO? Shakur Stevenson. Donc, ça pourrait faire une rencontre au sommet. Les deux sont représentés par Top Rank, mais bon, on sait que ça ne veut pas nécessairement dire, ça ne fait pas foi de tout, mais juste à y penser, c'est très intéressant. Ça fait saliver, un petit duel olympique chez les pros, ça serait très bien. Donc, il affronte un vétéran colombien qui s'est rarement battu à l'extérieur de son pays. Une de ses 2 défaites, c'est au Japon contre Ishiroge Ozawa, un boxeur qui n'a pas nécessairement une grande renommée à l'international. On l'avait déjà vu contre Oscar Valdez et s'était incliné. Et là, il a dit, bon, je comprends le jeu, là. Conlan est irlandais, c'est la Saint-Patrick, les gens vont se déplacer pour voir Michael Conlan. Je comprends tout ça, mais quand les gens vont sortir de l'enceinte, ils vont se rappeler de mon nom parce que je vais l'emporter. Et vous pouvez me citer, écrivez-le là. Manque pas de confiance. Bold statement. Et Conlan, lui, a dit dans des entrevues dans des médias en Irlande, il est originaire de Belfast, en Irlande du Nord, a dit « Il y a des grandes choses qui s'en viennent pour moi en 2020. Je peux pas trop parler, mais si on lente les lignes, on comprend qu'il y a un combat de championnat du monde qui va peut-être qui s'amène à l'horizon. » Quand on dit des grandes choses, c'est généralement un combat de championnat du monde. Donc, on s'attend à ce que ça soit son avenue parce que c'est un boxeur qui est très populaire. Et pour ces combats qui sont pour la Saint-Patrick, généralement, on lui oppose des adversaires qui sont, je ne vais pas dire faciles, mais qui sont largement à sa portée. C'est pas ses adversaires les plus difficiles qu'on met en face de lui pour la Saint-Patrick parce qu'on sait que c'est vraiment le spectacle pour faire plaisir aux fans. Et imagine un boxeur irlandais qui perd en finale de la Saint-Patrick. Tu as une émeute dans l'aréna, tu as une émeute dans la ville. Non, tu veux pas ça. J'ai eu l'occasion, il nous reste un petit peu de temps avant de terminer, de rencontrer Marc Ramsey et Arthur Beterbiev avec une disponibilité média plus tôt cette semaine. Tout ça en vue du combat qu'on espère va être présenté le 28 mars au centre Vidéotron. Et je ne sais pas si tu as vu circuler, il y a eu des photos des partenaires d'entraînement de Beterbiev qui ont circulé sur les réseaux sociaux. J'en ai vu quelques-unes. Ouais. C'est quand même assez particulier parce que d'habitude, Marc Ramsey tient mordicus à ce que ce soit secret, ne veut pas ébruiter le nom des boxeurs. On a vu une première photo circuler avec Blake Caparello et Isaiah Thomas. Caparello, on se souvient, on l'avait vu contre Sergei Kovalev. C'était envoyé au tapis. Dans ses premières défenses de son titre de la WBO. Là, ça remonte déjà à 2012-13, je pense. Quelques années. Et un autre nom qu'on a vu, c'est Chad Dawson. Oui. Et j'ai demandé la question très naïvement à Marc Ramsey, à savoir comment il est Chad Dawson. Est-ce que, parce que ça va pas très bien, sa carrière professionnelle, a subi des défaites, là, est complètement un peu disparu du circuit. Je lisais dans un papier qui a été écrit, les gens paieraient des centaines de dollars pour voir des combats d'entraînement entre Dawson et Beterbiev. Ben oui, peut-être en 2012, mais pas aujourd'hui en 2020. Là, c'est résolument un boxeur professionnel un peu usé. Et il m'a dit, sais-tu, il y a une attitude exemplaire. On avait déjà fait appel à ses services dans le passé, notamment quand on avait préparé Eleider Alvarez pour son combat contre Lucian Boutet, parce que Chad Dawson est gaucher, d'ailleurs, comme Thomas et Caparello sont gauchers également. Et il m'a dit, sais-tu, c'est la vieillesse, l'accumulation des coups et les petits gants qui font en sorte que Chad Dawson paraît mal. Parce qu'avec des gros gants, un casque, il est encore fluide, un styliste hors pair. C'est un boxeur qui aide énormément Arthur Beterbiev dans sa préparation. Donc, des fois, on a une vision de ce qu'on voit, les combats. Oups! Et d'ailleurs, on en parlait avec Mathieu Germain à un événement d'Eye of the Tiger. Il disait, ça fait toute la différence, le casque, les gros gants. La grosseur des gants, beaucoup, oui. Donc, il ne faut pas nécessairement être aussi dur envers Chad Dawson. Oui, il a vieilli, ses meilleurs jours sont résolument derrière lui, mais il y a encore
quelque chose de très, très significatif à apporter à Beterbiev. Les deux semblent avoir développé une certaine complicité. Dawson a beaucoup d'expérience, a remporté de très gros combats dans sa carrière. En a perdu, mais en a aussi gagné de très importants. Je pense notamment contre Bernard Hopkins. Ouais. Il y avait énormément de pression à ce moment-là. C'est un boxeur qui a eu une carrière bien, bien remplie. Et justement, quand tu as une carrière aussi remplie contre des gars d'aussi haut niveau, je m'en souviens, il s'est battu déjà à l'époque contre Adamek, Thomas Adamek. Ça remonte à il y a plus de 10 ans, là, il y a au moins 12-13 ans. Et tu prends forcément des coups quand tu te bats au plus haut niveau. Et je compare toujours ça à une bouteille. C'est ta résistance au coup, c'est comme une bouteille. À chaque fois que tu bois une gorgée, au bout d'un moment, il n'y a plus rien dans ta bouteille. Et je pense qu'il est rendu là, Chad Dawson, il n'y a plus rien dans sa bouteille pour encaisser les coups pour un vrai combat. Mais par contre, la technique est encore là, l'intelligence dans le ring est encore là, tout ce qui est autour de la boxe est encore là. C'est vraiment juste le combat lui-même où physiquement, il est plus capable de prendre ces coups-là. Donc, à l'entraînement, il doit être très, très utile comme partenaire d'entraînement et je suis sûr qu'il ferait un bon entraîneur aussi après sa carrière quand il va prendre sa retraite parce que c'est un boxeur qui montrait beaucoup d'intelligence dans le ring, qui comprend la boxe, qui réfléchit beaucoup. Moi, qui est très posé aussi. Ouais. Là, donc, il n'y a pas jamais les baguettes en l'air. On a eu l'occasion de le rencontrer à quelques reprises de par ses combats au Québec. Je pense que il a le profil pour être un bon entraîneur. Donc, ça ne m'étonne pas que ça soit un partenaire d'entraînement très, très utile pour Beterbiev. Donc, c'est ce qui fait le tour complet Et pour voilà. l'actualité. Cette semaine, comme à l'habitude, je vous invite à visiter rds.ca/balado diffusion, l'application RDS ou encore l'application iHeart Radio pour découvrir tout le contenu qui vous est proposé par les artisans de RDS. Donc, au nom d'Adrien Murray, de la spécialiste de la mise en onde de Roxane Clermont, ici Francis Paquin, qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à la prochaine. Ciao!